Merci beaucoup Fabien, merci pour cette invitation et l'occasion qui m'est donnée de traiter d'un thème que finalement je n'avais pas jusqu'ici abordé frontalement, donc c'est pour moi aussi l'occasion de tester devant vous un certain nombre d'idées. Alors je sais que je parle devant notamment des juristes, donc je vais faire attention à ce que je dis, parce que quand on parle de responsabilité, voilà, on est plutôt dans des domaines qui sont un peu éloignés du mien, mais je vais donc essayer de rassembler un certain nombre de réflexions issues de recherches que j'ai conduites ces dernières années. Je leur donne une brève panorama pour que vous voyez un petit peu sur quel type de situation de catastrophe ou de crise je travaille. Donc, moi, je parle plutôt de crise, on pourra discuter plus tard de la différence, mais bon, peu importe. Mais je me suis intéressé donc, depuis quelques années à la manière dont cette question de la crise faisait son entrée dans l'État, dans l'administration, comment elle devenait un problème public qui nécessitait que l'on s'y attache et que l'on prenne en charge comme d'autres problèmes publics à l'aide d'administrations dédiées, à l'aide de dispositifs, de lois, de plans, d'exercices, de crises, bref, comment la crise, et notamment la préparation à la crise, était devenue un domaine d'action publique à part entière. Et donc, à la fois, je me suis intéressé à l'histoire de cette prise en compte de cette préparation, comment elle devient à un moment donné un problème public. Je me suis intéressé à la façon dont on se préparait à gérer des crises dans différents secteurs. Donc, j'ai travaillé à la fois sur le nucléaire, les accidents nucléaires après Fukushima, et puis plus récemment à la question des alertes volcaniques. Et puis, comme vous vous en doutez, la gestion de la crise Covid m'a fortement intéressé, puisque justement, mon étonnement a été grand au départ de voir que tout l'ensemble des dispositifs, des plans, tout ce qui avait été prévu pour ce type de situation n'avait pas finalement été activé, ou très tardivement, et finalement on avait très largement improvisé la réponse à cette pandémie à partir de mars 2020. Donc je me suis intéressé, je m'interrogeais sur les raisons qui faisaient que finalement tout ce qui avait été prévu, soit pour gérer une crise, soit pour gérer une pandémie grippale, avait été soit mis de côté, soit reporté dans le temps, et ce que ça signifiait sur la préparation. Et puis après, je me suis intéressé à la façon dont cette crise avait été gérée, continué à être gérée, à la fois en France, mais aussi, j'y reviendrai peut-être, dans une approche comparative avec la Suède. Donc, voilà, mon objet, c'est ça, c'est la crise comme problème public, la crise comme domaine d'intervention de l'État, la crise comme un sujet qu'à la fois auquel on se prépare, et puis quand elle est là, eh bien, on la gère. Et donc je m'intéresse à la fois à tout ce qui concerne la décision dans la crise, comment on prend des décisions, comment on réunit l'expertise, comment on circule l'information, et je m'intéresse aussi à la question des organisations, puisque je suis à la base un sociologue des organisations. Donc je m'intéresse à la manière dont les organisations à la fois se préparent à gérer des crises, et puis dans des situations de crise ou de catastrophe, eh bien, vont s'adapter, vont tenter de trouver des solutions, vont tenter d'improviser souvent face à des situations pour lesquelles elles n'étaient pas préparées. Donc cette question de la responsabilité des décideurs publics, elle m'intéresse pour plusieurs titres, notamment parce qu'elle me permet, je pense que c'est une section que je vais faire au départ qui va de soi, mais je préfère la faire parce qu'elle permettra de bien poser un peu les termes de la discussion. Et finalement, il y a deux moments dans cette question de la responsabilité des décideurs. Il y a le moment avant la crise, où on va finalement chercher à déterminer les responsabilités en matière de préparation, d'alerte, de contrôle, d'autorisation. Bref, aurait-on pu prévenir la crise, aurait-on pu anticiper la crise? Donc il y a la question de la responsabilité des décideurs avant la crise. Et puis il y a le deuxième moment, la responsabilité du décideur durant la catastrophe, durant la crise. Autrement dit, quand on examine les décisions qui vont être prises ou pas, pour voir finalement si elles permettent d'apporter des réponses appropriées à la catastrophe en cours et permettent de rétablir un ordre préexistant. Donc, deux moments, avant et pendant la catastrophe. Et en fin de présentation, aujourd'hui, en fin d'exposé, je reviendrai sur potentiellement un troisième moment, à savoir l'après-catastrophe, mais pour l'instant, je n'en dis pas un mot, je n'en parle pas. Donc on a deux moments où se pose la question de la responsabilité. Donc avant la catastrophe, la question de savoir, finalement, s'il aurait été possible de prévenir la survenue de la catastrophe, ou, par exemple, en ne délivrant pas des permis de construire en zone inondable. Je pense à l'exemple de la Faute-sur-Mer lors de la tempête Xynthia. Donc, aurait-on pu effectivement éviter la catastrophe en ne délivrant pas des permis de construire en zone inondable? Responsabilité du maire, le cas échéant des services de l'État. Aurait-on pu aussi l'éviter en procédant à des contrôles plus réguliers des installations industrielles? Là, je pense au cas de Lubrizol, AZF, plus tôt dans le temps. Bref,
si on avait procédé à des contrôles réguliers, rigoureux, systématiques, peut-être aurait-on pu éviter la catastrophe. Donc il y a cette question de l'avant qui est « aurait-on pu éviter la survenue ?» Mais dans certains cas, la survenue est difficile à bloquer, est difficile à anticiper, et donc du coup, se pose la question, là, des moyens qui ont été mis en place pour essayer d'en limiter les effets, ça va être l'alerte. Donc aurait-on pu donner l'alerte plus tôt, plus fortement? Aurait-on pu s'équiper mieux avant la crise pour pouvoir effectivement y faire face? Donc c'est la question, j'y reviendrai, des masques, des équipements de protection individuelle durant la crise de la Covid. Bref, aurait-on pu faire plus et mieux pour limiter les effets de la crise lorsqu'elle survient? Et donc les procès qui vont être conduits généralement après les catastrophes ou après les crises contre les responsables publics, ou bien les enquêtes aussi qui vont être diligentées par le Parlement, par des inspections, vont chercher à savoir si, finalement, établir s'il y a eu des manquements à des règles ou des obligations en matière de sécurité. Autrement dit, si les décideurs auraient dû agir en fonction d'informations à leur disposition qui démontraient l'existence d'un risque et sa probabilité d'occurrence. Et en fait, on va souvent se rendre compte qu'il existait beaucoup d'informations et que, bref, mais que simplement celles-ci n'ont pas été prises en compte. Autrement dit, les décideurs ne pouvaient pas ne pas savoir, le maire de la Faute-sur-Mer ne pouvait pas ne pas savoir que les permis qui délivraient étaient en zone inondable. Dans le cas des procès sur l'amiante ou plus récemment sur le chlordécone, voilà, les responsables publics ne pouvaient pas ne pas savoir, ne pouvaient pas ne pas connaître les effets dangereux de ces substances. Et donc, soit effectivement il y a eu incompétence de la part de ces responsables publics, de ces élus ou de ces fonctionnaires, soit ils ont été obligés de pression d'acteurs économiques notamment, voire, dans certains cas, ils se sont tout simplement rendus coupables de corruption. Ce qui est intéressant donc, dans ce cas de l'avant, c'est que généralement la question de la connaissance ne se pose pas au sens d'un problème. C'est-à-dire que généralement il est établi qu'il existe des connaissances, qu'il existe des savoirs dont le décideur devrait être au courant et dont il aurait dû faire usage pour prendre sa décision. C'est différent pendant la catastrophe. Pendant la catastrophe, donc là on va savoir aussi, on va se demander si les autorités ont pris à temps toutes les mesures nécessaires pour contenir la catastrophe et ses effets. Mais là, contrairement à la phase précédente, il est admis que, du moins dans les phases initiales de la catastrophe ou de la crise, l'incertitude domine. Et les autorités n'ont pas toutes les informations à leur disposition. Il leur faut donc décider dans l'urgence, le cas échéant au nom du principe de précaution, sans attendre d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Et donc la question ici de la responsabilité va se poser à la lumière de ces informations qui étaient disponibles et du consensus dominant parmi les experts. Donc là, on va dire, je dirais que une des différences importantes entre ces deux moments, ces deux moments de la responsabilité, c'est celle de l'information. Dans un cas, on va souvent considérer qu'elle était disponible, qu'elle était là, mais que le décideur n'en a pas fait usage, n'y avait pas accès, mais pour des raisons qui elles-mêmes ne sont pas acceptables, donc il aurait dû le savoir, il aurait dû en faire usage. Dans le cas de la catastrophe, pendant la catastrophe, il est admis que, en tout cas pendant un certain temps, il y a incertitude, et que donc, on va essayer de reconstituer à chaque fois. Alors, le on, c'est soit le juge, soit, une fois de plus, les commissions d'enquête parlementaires ou les corps d'inspection vont essayer d'établir ce que l'on savait au moment où la décision a été prise, ce qui était communément admis, ce que les experts disaient, pour pouvoir, à ce moment-là, juger du bien fondé de la décision ou de la non-décision. Je voudrais... Donc, a priori, on est sur deux régimes différents, de manière différente de poser la question de la responsabilité. Mais je voudrais montrer maintenant, et ce sera le cœur de mon exposé, que finalement, au-delà de cette différence, ces deux moments partagent beaucoup de points communs, notamment deux postulats que je voudrais finalement discuter parce qu'ils vont de cette manière de soi, comme dans le titre de cette journée de conférence, et en même temps, quand on y réfléchit bien, ils ne vont pas de soi. Premier postulat, c'est que finalement, il existe un lien de cause à effet direct entre une décision, dans certains cas une non-décision, et un résultat observable. Autrement dit, la décision de délivrer un permis de construire, l'ouragan, la tempête survient et inonde, eh bien il y a un lien de causalité directe. Décision de confiner la population, baisse du nombre de contaminations, effet direct. Donc on va postuler que finalement cette décision, d'abord on peut arriver à l'isoler,
qu'on peut l'imputer clairement à une autorité, à une personne, un élu, un fonctionnaire, un ministre. Et donc, à partir de là, voilà, que cette décision, elle est clairement identifiable et qu'elle produit bien un effet, un effet clairement identifié là aussi. Et donc, ça va être tout le rôle du juge, mais aussi des commissions d'enquête, d'établir ce lien de causalité et la responsabilité qui l'accompagne. Donc, avant la crise, ce lien va être imputé. Souvent, on va reconstituer le processus pour montrer effectivement qui aurait dû agir, ne l'a pas fait. Donc, on va imputer effectivement une responsabilité, souvent dans une non-décision, mais parfois aussi dans une décision qui conduit à une catastrophe. En revanche, pendant la crise, ce lien de causalité, il va être construit par le décideur lui-même. C'est-à-dire que la mise en scène de la décision, que ce soit par le préfet ou par le président de la République, par exemple, dans différents types de crises, va contribuer à l'idée que bien, sa décision produira un effet direct. Donc il y a un postulat qui est que ces décisions produisent bien un effet direct sur le phénomène catastrophique. D'accord ? Second postulat, donc après je vais revenir, donc le second postulat, qui là aussi est implicite mais que je questionne, c'est que finalement la gestion des catastrophes ou des crises constitue d'abord et avant tout une responsabilité de l'État, et notamment en France, je dirais plus généralement dans les pays de droit civil. Autrement dit, il revient en priorité à l'État, aussi bien de prévenir l'occurrence des catastrophes que de les gérer une fois qu'elles se réalisent. Et en France, c'est vrai aussi d'autres pays, mais en France c'est particulièrement clair, l'État revendique le monopole de la gestion de crise, le monopole des catastrophes. Et celle-ci relève clairement de ses compétences, de ses missions. Et comme nous l'avions écrit il y a quelques années, il y a maintenant un certain nombre d'années avec Claude Gilbert, on avait écrit un chapitre qui s'appelait « Quand l'État prend des risques ». Nous montrions justement cette propension qu'avait l'État français régulièrement à promettre la sécurité, donc à revendiquer non seulement cette fonction de sécurité des populations, mais à promettre une sécurité des populations face à différents types de menaces. Promesses qui étaient régulièrement prises à défaut par des scandales, par des accidents, par des crises, ce qui conduisait non pas à finalement admettre les limites de l'État, mais au contraire à ce que l'État s'engage à ce que ça ne se reproduise plus, à ce que toutes les leçons soient tirées, bref, à ce qu'à l'avenir, cette promesse soit réellement effective. Donc on est bien dans l'idée que les crises, les catastrophes dont on parle, relèvent prioritairement, voire exclusivement de l'État. Et c'est bien ça aussi qui est contenu dans la question, voilà, la responsabilité du décideur public, c'est bien ça, c'est cette idée voilà, que c'est l'État qui est responsable. Donc s'il y a une défaillance, c'est que l'État a failli. Et pourtant, ces deux postulats, donc, c'est ce que je voudrais montrer, ne résistent pas longtemps à l'observation de la réalité. Alors le premier postulat, donc ce postulat de la relation de causalité. Je voudrais insister sur deux limites, finalement, de ce postulat. Première limite, c'est qu'il renvoie à une vision idéalisée de la décision. Une décision que l'on pourrait clairement isoler, identifier, imputer. Donc on aurait effectivement, voilà, on a à un moment donné un décideur qui prend une décision et on peut en quelque sorte couper celle-ci de tout ce qui l'entoure et la juger en tant que telle. Or pourtant, ce que montrent les travaux en sciences politiques, en sociologie notamment, c'est justement le fait que cette décision, quelle qu'elle soit, donc décision de confiner, décision de construire, de donner des permis de construire, des décisions d'évacuer une population, enfin, toutes ces décisions sont systématiquement toujours enchâssées dans un ensemble de liens d'interdépendance, d'arrangements institutionnels, d'instruments d'action publique, de décisions antérieures aussi, qui vont très largement déterminer à la fois les contours et le contenu de cette décision. Si on reprend les décisions tout le processus qui conduit à la décision du maire de la Faute-sur-Mer de délivrer le permis de construire, on voit bien qu'on n'est pas juste face à un maire qui signe un papier que lui tend un futur habitant local. Il y a de nombreuses organisations qui vont être impliquées tout au long de ce processus et qui vont concourir à cette décision. Pareil, lorsqu'on reprend la question des masques, pourquoi n'y avait-il pas des masques en France, on voit bien que ce n'est pas juste une décision que l'on peut imputer clairement à un ministre, un directeur général de la santé, ou une directrice de Santé publique France, mais que c'est bien tout un ensemble d'organisations qui, au fil du temps, ont progressivement conduit à cette absence de masques,
Donc cette décision de ne pas renouveler des stocks, et que celle-ci relève à la fois de logique budgétaire, de logique administrative, de logique politique, bref, tout un ensemble d'éléments qui font que finalement, cette décision, elle n'est pas distinguable, dissociable de tout le contexte qu'il a amené. Donc, il ne s'agit pas ici, donc, en disant ça, il ne s'agit pas pour moi de diluer la décision, de dire que finalement rien n'est décision parce qu'elle est... Non, il y a bien à un moment donné des décisions qui sont prises, il y a bien des papiers qui sont signés, il y a bien des actes qui sont produits. Mais l'idée que ces décisions pourraient être clairement isolées de leur contexte est en soi, et ça a été démontré dans de très nombreux travaux, est en soi une erreur, parce que justement, cette décision ne peut pas être pensée isolément de son contexte. Mais cette recherche d'imputation va avoir des effets, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Elle va conduire chez de nombreux décideurs publics à des stratégies de protection. Donc ça va être quoi? Ça va être se réfugier derrière des procédures prédéfinies, donc un plan Orsec, on va appliquer le plan. Donc voilà, comme ça, si ça se passe mal, on pourra toujours expliquer qu'on a appliqué le plan de procédure. Donc voilà, on peut pas être l'objet de reproches. En référer à sa hiérarchie, et ça, la crise Covid a été de ce point de vue-là assez impressionnante, pour avoir conduit des entretiens dans différentes administrations centrales. Toutes m'ont dit la même chose, à savoir qu'elles étaient fascinées étonnées, notamment au printemps 2020, par le nombre de questions qui leur remontaient d'administration déconcentrée, qui, même sur des sujets apparemment anodins, bénins, demandaient immédiatement l'autorisation, la couverture des services centraux pour pouvoir prendre ces décisions, y compris à acheter des gels hydroalcooliques, alors qu'il s'agissait on pouvait aller à la pharmacie du coin en acheter et puis après se faire rembourser. Eh bien non, on allait demander l'autorisation pour pouvoir... Voilà. Donc toute une remontée systématique de décisions souvent anodines, mais qui était une manière effectivement de se protéger de cette mise en cause potentielle à la suite. Autre stratégie que certains développent à des niveaux plutôt bas dans la hiérarchie, c'est de conserver les traces écrites de tout, donc pouvoir effectivement retracer à un moment donné le processus décisionnel si besoin est, mais quand on monte dans la hiérarchie, stratégie inverse, ne conserver aucune trace. Donc demander à ce que toutes les décisions soient communiquées oralement, ne jamais communiquer par mail, ni par papier, et donc oralement passer les commandes, passer les ordres. Autre stratégie qu'on a pu observer aussi, ça va être de créer de multiples organisations. Durant la crise Covid, avec des collègues, nous avons publié là-dessus, et depuis, nous conduisons encore des entretiens qui nous montrent à quel point le phénomène qu'on avait identifié dans l'ouvrage publié en 2020 qui s'appelle Covid-19, une crise organisationnelle, cette prolifération d'organisations n'a pas arrêté effectivement de se perpétuer par la suite, jusqu'à la fin de la crise. Or, derrière cette stratégie, une des raisons d'être, c'est aussi justement de diluer la décision, diluer la responsabilité. Le ministère de la Santé a ainsi créé un nombre de task force assez impressionnant, qui en plus connaissaient un turnover très rapide, les gens restaient à peine 3 mois. Donc là, vous créez un dispositif dans lequel finalement il est pratiquement impossible de retracer les décisions, de retracer les circuits d'information, de savoir qui fait quoi. Et durant la crise Covid, tous les ministères, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, ont systématiquement redit à chaque fois à quel point il était impossible pour elles et eux de savoir où se prenaient les décisions, qui prenait les décisions. Voire, et derrière stratégie, on va activer une instance qui, a priori, n'était pas destinée pour cela, à savoir le Conseil de défense et de sécurité, donc des instances qui fonctionnent, comme vous le savez, sur la base du secret. Donc là, pour le coup, il y a d'autres manières, effectivement, de protéger sa responsabilité en prenant dans un lieu qui fonctionne à huis clos, sans aucune trace écrite des échanges qui s'y tiennent. Donc, autrement dit, voilà, à la fois, on va imputer la décision à un individu ou un petit groupe d'individus en faisant fi de tout ce qui entoure, de toutes les organisations qui sont aussi concernées par cette décision, qui ont pu conduire à cette décision. Donc on va se centrer sur un individu qui du coup va développer, et en disant ça je dirais nouveau, mais qui va développer des stratégies de protection pour éviter justement cette mise en cause, qui elles-mêmes vont produire des effets pervers. Parce qu'à partir d'un certain temps, à un certain moment, notamment cette stratégie consistant à créer des organisations nouvelles, ne fait que amplifier, complexifier encore le processus de gestion de crise. C'est-à-dire que la gestion de crise en France, notamment dans le cas de la crise Covid, est devenue très vite une affaire complexe de coordination entre de très multiples organisations. Donc il était très difficile de savoir qui faisait quoi, comment elle fonctionnait, et qui en faisait partie. Tous ces éléments-là étaient relativement finalement obscurs.
Seconde limite de ce premier postulat, à savoir le postulat donc de lien direct de cause à effet entre une décision et puis les effets observables, c'est que justement, eh bien, les effets observés vont être imputables à une seule cause, ou en tout cas à un nombre très limité de causes. Donc c'est l'idée que finalement, voilà, si en France, en 2020, le système hospitalier ne s'est pas effondré, c'est d'une part parce que c'est grâce au dévouement des personnels hospitaliers, et deuxièmement, grâce à la décision de confiner le pays. Et ce lien-là, cette explication-là ne sera jamais remise en cause. Ne sera jamais ni discutée, ni débattue, ni même évaluée. Or, ces explications n'ont jamais été vraiment donc, démontrées. Dans l'ouvrage que j'ai cité, donc, que nous avons publié en 2020, nous avons montré que, certes, le dévouement des personnels hospitaliers était une dimension importante de la capacité des hôpitaux à réagir, à faire face à un afflux massif de patients dans un état très grave, qu'il est indéniable qu'il y a eu un dévouement immense des personnels médico-paramédicaux, notamment. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que sans un certain nombre de modifications organisationnelles importantes, significatives, ça n'aurait pas été possible. Donc ce n'est pas juste du dévouement, c'est aussi parce qu'on a modifié à un moment donné les règles budgétaires, les règles hiérarchiques, les règles de fonctionnement de ces structures, et c'est ça qui a rendu possible la coopération et le dévouement des personnels. Ce n'est pas juste la crise elle-même qui déclenche. Donc il a fallu des conditions très particulières pour rendre possible cette coopération, rendre possible ce formidable élan de solidarité. Et ça, on l'observe dans les hôpitaux, mais depuis, nous avons conduit des études dans d'autres organisations publiques, d'autres ministères, on trouve la même chose, même phénomène. Des personnels qui se sont dévoués, qui ont travaillé nuit et jour pendant la semaine, qui ont à la fois retrouvé le sens de leur devoir, de leur mission, qui ont réussi à faire des choses qui n'étaient inimaginables quelques semaines auparavant, mais ils l'ont fait non pas uniquement parce qu'effectivement ils sentaient que c'était leur devoir, mais aussi parce que les règles de fonctionnement de ces organisations avaient subitement changé. Il n'y avait plus de contraintes, plus les mêmes contraintes budgétaires qu'auparavant, plus les mêmes contraintes juridiques qu'auparavant, hiérarchiques ou juridiques qu'auparavant. Soudain, l'ensemble, les jeux des contraintes et des ressources étaient modifiés significativement et rendaient possible ce qui auparavant n'était pas possible. À tel point que souvent, dans toutes ces organisations, en juin, quand la crise se calme, eh bien, tous disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas continuer comme ça? Est-ce que ça serait quand même plutôt efficace, agréable qu'on continue? Eh bien non. À ce moment-là, en juin 2020, toutes les règles budgétaires, hiérarchiques sont réintroduites. Et donc, à nouveau, on retrouve des systèmes sous tension, des systèmes plutôt conflictuels, donc, bref, tous les problèmes qui préexistaient. Quant à l'idée que finalement c'est le confinement qui a permis de limiter la courbe de contamination et donc de protéger les hôpitaux, là aussi, finalement, on se rend compte que cette assertion, cette affirmation n'a jamais été démontrée, qu'il n'existe pour l'instant aucune preuve, aucune étude qui montre que les confinements ont réellement produit l'effet qu'on leur impute. Donc là aussi, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire que finalement, on a un déficit de connaissances produites après la crise pour finalement chercher à vérifier si les effets causaux imputés sont effectifs, sont réels. Donc là aussi, dans ce premier postulat, finalement, on isole une décision qui ne peut pas, par définition, être isolée, mais qui conduit à des effets pervers. On isole par ailleurs un effet qu'on va imputer à une cause simple et unique. En réalité, cet effet peut être applicable à beaucoup d'autres causes que la seule décision. Mais en ne cherchant pas, en ne creusant pas, en ne cherchant pas à identifier ces autres facteurs, on en reste à l'idée, aujourd'hui, que le confinement a marché. Second postulat, donc celui de l'État qui dispose du monopole de la crise. Là aussi, ce postulat ne résiste pas à la réalité. D'abord, c'est un postulat qui est relativement récent. Alors, le relativement, là, pour un sociologue, c'est drôle de dire ça, mais en gros, on va dire, ça date du milieu du XIXe siècle. Avant le milieu du XIXe siècle, la crise, la catastrophe ne relevait pas de l'État. C'est à partir de, grosso modo, de 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, les inondations, qu'on commence à voir effectivement un État qui se préoccupe de la question des catastrophes et des crises, qui donc va à la fois mettre en place des systèmes d'indemnisation et aussi des systèmes de prévention. Et puis ce rôle de l'État dans la gestion des catastrophes, dans la prévention ou la gestion des crises et des catastrophes, va se renforcer, d'abord après la Seconde Guerre mondiale avec la sécurité civile et puis les plans Orsec, et puis à nouveau
une nouvelle inflexion significative à partir des années 2000, avec tout ce qu'on appelle la préparation à la crise, à la gestion des crises, donc le preparedness, donc cette idée voilà, qu'il faut investir maintenant massivement dans des plans, des exercices, des organisations dédiées à la crise. Mais en France, en tout cas, l'idée est clairement, cette évolution montre bien que c'est bien l'État qui gère la crise. Et pourquoi l'État gère-t-il la crise? Pourquoi l'État revendique-t-il le monopole de la crise? Parce que la crise en France est entendue comme toute menace, toute forme de menace à l'ordre public. Tout ce qui va à un moment donné créer une perturbation, tout ce qui va créer une atteinte à l'ordre public, donc une atteinte à l'image, à l'autorité de l'État, va être considéré, va être défini comme une crise ou une catastrophe. Et donc le rôle de l'État dans la gestion des crises en France, c'est bien de rétablir l'ordre public. Et c'est bien ce prisme-là qui est le prisme dominant aujourd'hui encore. Mais ce qui est intéressant, c'est s'interroger sur ce que ça fait. C'est-à-dire que finalement, on fait rentrer la crise dans l'État. On le fait rentrer dans des plans, dans des exercices. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les plans, les exercices de crise. C'est tout à fait intéressant de voir comment ces dispositifs, ces instruments d'action publique, comme on dit maintenant, ces dispositifs, finalement, prennent un phénomène qui initialement est un phénomène complexe, incertain, indéterminé, imprévisible, et vont, par des actes d'écriture, le faire entrer dans des catégories d'action et d'entendement. On va pouvoir penser la crise, on va pouvoir gérer la crise. Les exercices de crise, de cette manière, sont des moments où on répète, on s'entraîne, mais en même temps, on se rassure sur le fait que la crise sera gérable, qu'on va pouvoir effectivement garder le contrôle, en tout cas très vite retrouver le contrôle sur cet événement. On avait publié il y a quelques années de ça avec Elisa Gisquet un article sur les exercices de crise dans le domaine nucléaire, où justement on montrait comment même ces exercices, cette gestion des crises, cette préparation des crises était une façon pour l'État d'étendre son domaine de gouvernement. C'est-à-dire que l'État étend son domaine à des phénomènes qui jusqu'auparavant lui échappaient, parce que par nature, ils étaient forcément multidimensionnels, dynamiques, insaisissables, et comment, par la préparation à la crise, on fait rentrer ces phénomènes dans le giron de l'État et dans ce que l'État prétend pouvoir contrôler. Simplement, quand la catastrophe survient, ou quand la crise survient, elle va déborder. Elle déborde de partout. Elle déborde ses cadres, elle se laisse rarement saisir par les dispositifs mis en place par l'État. Et ce qui, pour moi, en est la preuve la plus exemplaire, justement, c'est depuis la crise Covid, mais on a eu d'autres exemples, c'est justement le fait que lorsque la crise survient, le premier réflexe des autorités, il n'y a pas que la France, mais encore en France c'est particulièrement net, au lieu d'activer les dispositifs prévus, comme je l'ai dit, c'est d'en créer d'autres. On va créer de nouvelles organisations, on va créer de nouveaux dispositifs, donc on va en fait essayer de s'approprier ce phénomène qui, finalement, dont on se rend compte que les plans existants, les dispositifs ne sont pas adaptés. Le phénomène est trop complexe, trop inédit, trop mouvant, trop instable, trop incertain, et donc il va falloir créer quelque chose qui réponde à cette labilité, si vous voulez, de la crise. Et parce qu'aussi, les pouvoirs publics veulent garder une liberté d'action, veulent pouvoir conserver la maîtrise de cette crise, en tout cas prétendre maîtriser cet événement. Et donc la façon dont Emmanuel Macron va gérer cette crise est très largement aussi une mise en scène un président qui est capable de piloter une crise, capable de contrôler par différents instruments la circulation d'un virus et de limiter les effets de ce virus sur la population. Mais ce qu'on voit bien, donc on a cette présentation, cette mise en scène, mais on a aussi, quand on travaille sur ce qu'a été le rôle des collectivités locales, le rôle des associations, le rôle des différents acteurs professionnels dans la crise, on se rend compte que finalement la crise n'a pas été gérée que par l'État, ni même exclusivement par l'État, ni même principalement par l'État, mais qu'elle a été gérée en fait par tout un ensemble d'autres acteurs, et que c'est bien ça la crise, c'est qu'elle ne peut jamais, je dirais par définition même, par essence, elle ne peut jamais se réduire à un phénomène rentrant exclusivement dans le champ d'action de l'État. Elle va forcément être toujours prise en charge par toutes les composantes de la société, dans la diversité, souvent de manière désordonnée, et sans que les décideurs publics n'aient les moyens d'en assurer la coordination. Mais pourtant, cette prétention de l'État à gérer la crise produit des effets pervers. D'abord, elle va invisibiliser l'action de toutes ces composantes. Donc, aujourd'hui encore, dans le récit de la crise Covid, on a un État qui a pris les mesures, à la fois des mesures de confinement et des mesures de protection, mais qui a aussi pris des mesures économiques. Donc on a un État qui a agi, qui a géré cette crise, mais on invisibilise l'action des associations, des collectivités locales, de nombreuses professions.
Ça conduit aussi à des décisions qui ont été prises par les ministères en printemps 2020, mais qui étaient très largement inapplicables, qui étaient très larges parce qu'elles ne connaissaient pas bien les conditions de mise en œuvre, que ce soit dans les écoles, dans les transports. Enfin, on a de nombreux exemples de décisions prises qui finalement ne prenaient pas en compte les conditions de mise en œuvre. Et donc finalement, ça a conduit beaucoup d'administrations déconcentrées et d'administrations locales à improviser, à jouer avec les règles, voire à s'en détacher, voire et donc il y a eu finalement beaucoup d'innovations, beaucoup d'improvisations, beaucoup de décisions inédites prises au niveau local parce que c'est vraiment les actions n'étaient pas les décisions nationales n'étaient pas applicables. Mais surtout quand même, c'est là-dessus que je voudrais insister avant de passer à la conclusion. C'est finalement cette insistance sur l'État monopole, ayant monopole de la crise, signifie quand même que le mode quand même prioritaire d'intervention de l'État reste un mode d'intervention qui est axé sur l'ordre public. Les mesures prises étaient des mesures d'ordre public. Le confinement en particulier, les couvre-feux, les autorisations de sortie, tout ça sont des mesures de police. Ce ne sont pas des mesures de santé publique. Donc on a bien effectivement un registre quand même dominant qui est le registre, un registre sécuritaire. Le registre, c'est pas au sens péjoratif, mais c'est un registre qui est axé sur le comportement des populations d'un point de vue policier au sens de contrôler les comportements des populations et d'éviter effectivement des comportements qui seraient jugés dangereux ou mettant en danger la vie d'autrui. Et donc finalement, voilà, on a quand même un ensemble de décisions qui ont été très largement axées sur cette dimension ordre public, sans prendre en considération les effets collatéraux de ces décisions. Pour conclure, donc, je voudrais revenir, donc je l'ai dit au début, j'ai fait cette distinction entre ces deux moments avant et pendant, mais j'ai montré que finalement, elles partagent tous les deux postulats qui sont des postulats hautement discutables, à savoir, donc, un, le fait qu'il y a bien un lien de causalité entre la décision et un effet observable, et deux, le fait que c'est bien à l'État de gérer les crises. Mais en même temps, elles ont quand même quelques différences. Mais ce que je voudrais éventuellement évoquer ici, c'est une troisième responsabilité qui n'existe pas de fait, mais qu'on pourrait concevoir, qui serait la responsabilité finalement dans l'après-crise, celle de tirer des leçons des crises, celle d'organiser des retours d'expérience. Or, il n'existe aucune obligation légale, pour l'instant, en France, de tirer des leçons des crises, d'organiser un retour d'expérience. Alors bien sûr, il y a une obligation morale, et ça, elle va être répétée ad nauseam, dire dans les discours publics, que nous allons tirer toutes les leçons, nous allons faire ce qu'il faut pour... Mais de fait, quand on regarde bien, ces annonces ne sont jamais suivies d'effets, ou très rarement suivies d'effets, en tout cas au niveau central, et de manière systématique et rigoureuse. Il n'y aura pas en France de retour d'expérience au niveau central sur la gestion de la crise Covid. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement, ce qu'on observe dans le cas français, c'est une très grande difficulté à tirer des leçons des crises. On tire très peu de leçons des crises, des grandes crises, j'entends. Très vite, un récit va s'imposer qui montre que finalement l'État avait de son mieux, que les décideurs ont pris les décisions qu'il fallait prendre, que la crise a été plutôt bien gérée finalement, qu'on a pris les bonnes décisions, qu'elles ont eu les effets escomptés. Et pour le reste, c'était tellement singulier comme situation, c'était tellement inédit que rien n'est parfait et que donc forcément on ne pouvait pas tout prendre en considération. On ne pouvait pas anticiper, on ne pouvait pas conduire autrement. Mais justement, pour que ce récit fonctionne, il faut d'une part quoi? Il faut d'abord singulariser la crise, et c'est ce que font effectivement les discours des pouvoirs publics, mais aussi les rapports d'inspection, les rapports parlementaires. On va singulariser la crise, et ça c'est un phénomène récurrent dans toutes les crises. Chaque grande crise sera singularisée, au sens où on va la présenter en des termes qui la rendent incomparable. On va dire, oui, mais cette fois-ci c'était beaucoup trop gros, beaucoup plus fort que prévu, on ne pouvait pas imaginer que ça se produise. On ne pouvait pas... Si je suis un peu taquin, je rappellerai la phrase d'Emmanuel Macron il y a quelques temps de ça, disant l'été dernier, on ne pouvait pas anticiper qu'il y ait la voie et de sécheresse en France. Voilà, et les effets que ça allait produire. Mais il y a ce discours, effectivement, sur le fait qu'à chaque fois, l'événement qui se produit, finalement, oui, il est singulier, et de cette manière, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir bien géré, et surtout, on va faire en sorte de ne pas le rendre comparable à d'autres événements. On va le distinguer, le maintenir à l'écart du fonctionnement ordinaire de l'État et des crises ordinaires que l'État s'est préparé à gérer. Et donc on ne va pas non plus chercher à évaluer ces décisions. Comme je l'ai dit, les décisions prises en France entre 2020 et 2022 sur les confinements, déconfinements, couvre-feu, reconfinement, passe sanitaire, vaccination, ces décisions ne font pas l'objet d'évaluation.
ne sont pas revisités, comme on dit en mauvais français, ne sont pas évalués, ne sont pas examinés. On va pas chercher à se dire, est-ce que la prochaine fois, finalement, qu'on aura une pandémie comparable à celle-ci, ou plus grave, est-ce qu'on aura recours aux mêmes solutions, ou est-ce qu'on aura, ayant appris de ce qui s'est passé là, on fera autrement? Ce travail n'est pas fait. Ce travail n'est pas fait, ce travail n'est pas conduit. Et pourquoi? Et je terminerai là-dessus, pour une raison quand même finalement assez simple, mais qui est assez profonde, c'est que organiser un retour d'expérience sur cette crise, évaluer les décisions prises, ça veut dire potentiellement remettre en cause la responsabilité du président de la République. Ce qui est tout simplement inimaginable. Il n'est pas concevable de remettre en question les décisions prises par le président de la République. Autrement dit, et c'est là-dessus que je terminerai, après dans la discussion, si vous voulez, je pourrais revenir sur la comparaison avec la Suède, parce qu'elle est intéressante de ce point de vue-là, on a finalement une responsabilité du judiciaire public en France qui constitue un frein à la connaissance, un frein à l'apprentissage, un frein à la préparation aux crises à venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer des leçons des crises parce que cela reviendrait à mettre en cause potentiellement tel ou tel. Alors ici c'est le président de la République, mais ça peut aussi être une autre figure de l'État, au niveau central, au niveau local. Ça reviendrait à les mettre en cause, ça n'est pas possible. Et donc on va effectivement éviter soigneusement ces retours d'expérience, on va éviter soigneusement d'évaluer ces décisions. Et donc du coup, on va, se priver de connaissances qui pourraient pourtant être utiles pour les crises à venir. Et puis, et deux, on va maintenir justement à chaque fois ces crises dans leur singularité. Donc on va raconter à chaque fois une histoire différente, qui sera en plus une histoire généralement avec une dimension un peu héroïsante. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, voilà, dans lequel il y a une figure du héros qui domine et qui va être celui qui aura pris les